Bonjour à tous. Hier soir, les sénateurs ont entamé l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2013. Hier soir a eu lieu la discussion générale débutée par le ministre de l'économie, Pierre Moscovici. Pierre Moscovici qui a profité de cette prise de parole pour défendre l'ensemble de sa politique économique. Pourtant, le collectif budgétaire est plutôt un texte d'ajustement technique, un texte permettant de collecter les besoins de chaque ministère, d'évaluer les recettes de chaque ministère. Comme tous les textes budgétaires, ce texte devrait être sans surprise rejeté par le Sénat, puisque les communistes, a priori, ne devraient pas voter favorablement à ce texte et qu'il suffit que leur voix manque pour que la majorité de gauche ne soit pas suffisante pour voter un texte au Sénat. Tout de suite, donc, direction l'hémicycle pour l'examen des articles. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale de finances rectificatives pour 2013. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur François Fortassin pour le groupe RDSE pour 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, un peu rare à cette heure-ci, mais les rangs vont se garnir rapidement. Comme chaque année, nous examinons en fin d'exercice un projet de loi de finances rectificative qui permet de procéder aux ajustements de crédits nécessaires pour respecter les équilibres votés dans le cadre de la loi de finances initiale. Ce collectif budgétaire est également l'occasion de réviser les prévisions économiques du début de l'année. Aussi, avoir un seul collectif budgétaire me paraît être, sur le plan de l'orthodoxie, quelque chose de tout à fait acceptable. Si nous pouvons nous réjouir de la réduction du déficit public dont le solde effectif est en amélioration par rapport à 2012, même si cette amélioration est toutefois moins importante que celle prévue par la loi de finances initiale ou par le programme de stabilité présenté en avril dernier. Le redressement des finances publiques est en bonne voie, mais il ne faut pas relâcher cet effort, d'autant plus qu'il ne faut pas non plus en rajouter, car les ménages et les entreprises, ainsi que les collectivités locales, sont dans une situation qui pourrait devenir insupportable s'il y avait des prélèvements supplémentaires. La croissance reprend très timidement. Je ne donnerai pas de chiffres, ils ont été abondamment donnés hier soir, d'autant plus que nous pouvons ne pas être d'accord les uns et les autres sur ces chiffres. Il me semble que le gouvernement a raison de rester très prudent quant aux hypothèses de croissance. En effet, si l'INSEE a fait état d'une croissance de 0,5 au deuxième trimestre, elle a depuis annoncé une rechute au troisième trimestre. Sommes-nous dans une phase d'amorçage de reprise économique ou aux prémices d'une nouvelle récession? Toute la question est là. Pour ma part, je suis plutôt optimiste et veux faire confiance au gouvernement. J'espère véritablement que nous sommes en train de sortir de la spirale dévastatrice de la crise et du chômage. D'autant plus que très souvent, entre une économie qui bat de l'aile et une économie qui se porte bien, il y a une différence très minime qui s'appelle la confiance. Et la confiance, ça ne se décrète pas, mais c'est quelque chose de très important qu'il nous faut faire partager à nos concitoyens. En outre, je pense que c'est justement le moment d'agir pour rendre cette reprise possible en adoptant des dispositions favorables à l'emploi et à la croissance. Le retour à la croissance passera par celui de la confiance que j'ai évoqué tout à l'heure, aussi bien en ce qui concerne les ménages que les entreprises. Permettez-moi cependant de vous faire part de quelques inquiétudes en ce qui concerne l'important manque à gagner en recettes dont fait état le collectif budgétaire. Il me semble que l'explication de Monsieur le rapporteur général, selon laquelle les consommateurs reporteraient leurs achats sur des produits moins chers, est exacte, mais elle n'est peut-être pas totalement suffisante. Il y a aussi une perte de recettes importante en matière de TVA. Il est possible que de ce côté-là, les choses s'améliorent, car il y a incontestablement des réserves, aussi bien au niveau bancaire qu'au niveau des particuliers, et il faudra bien que cet argent circule.
Pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous donner votre sentiment sur les écarts importants entre les prévisions et les recettes effectives? J'en viens maintenant aux ouvertures et annulations de crédits prévues par ce collectif. Concernant les annulations, on peut se féliciter qu'elles soient couvertes à 90% par la réserve de précaution. Quant aux ouvertures, elles concernent principalement les dépenses exceptionnelles liées au budget de l'Union européenne, les politiques de l'emploi, de solidarité, mais aussi aux opérations extérieures du ministère de la Défense, les OPEX. Toutefois, le budget de la Défense diminue significativement et il y a là un problème de compréhension qui semble paradoxal. La mission Recherche et enseignement supérieur subit également des annulations massives en autorisation d'engagement qui posent question. Quant à la mission Écologie, elle voit la totalité de sa réserve de 470 millions d'euros annulée. En ce qui concerne les autres articles du collectif, je constate qu'un nombre très important de dispositions additionnelles ont été adoptées en cours d'examen du texte à l'Assemblée nationale. Le nombre d'articles est passé de 33 à plus de 90, ce essentiellement du fait d'amendements gouvernementaux. Nous regrettons cette démarche qui nuit à la lisibilité de la politique poursuivie et à un examen parlementaire de ce budget rectificatif dans de bonnes conditions. Et puis, je dirais que les amendements, théoriquement, c'est fait pour améliorer le texte. Si le texte comporte tellement d'amendements, c'est que le texte initial était loin d'être parfait. Il faut quand même, je crois, le signaler quelquefois. Sur la deuxième partie du projet de loi, donc, il faut que ces faits ne se reproduisent pas de façon systématique. Faut-il rappeler que les modifications des conséquences sur les fonds de péréquation des DMTO et de la CVAE avaient été votées, pour ainsi dire, en catimini à l'Assemblée nationale, alors que le Sénat ne pouvait plus se prononcer. Ces modifications des critères de répartition, sans aucune simulation, sont aussi relativement inacceptables. Or, nous sommes très inquiets quand on sort que le gouvernement réserve l'article 58 du projet de loi de finances pour 2014 qui met en place un nouveau dispositif de péréquation des DMTO dont les critères de répartition sont renvoyés à un décret qui fait, semble-t-il, l'objet de tractations entre l'ADF et le gouvernement. Monsieur le ministre, je vous interpelle sur ce problème des DMTO auquel l'immense majorité des élus ne comprennent rien. Il serait judicieux d'avoir quelque chose de relativement simple et compréhensible par tous ceux qui sont intéressés. Monsieur le ministre, vous avez d'autre part annoncé aux députés des modifications relatives à la péréquation en deuxième lecture à l'Assemblée. Ces dispositions appartenant à la seconde partie du budget, le Sénat ne les examinera malheureusement pas. Nous attendons donc des mesures et des engagements concrets de votre part qu'ils soient pris dans le cadre de ce projet de loi de finances rectificative pour garantir une péréquation véritablement juste et efficace. Et c'est tout le sens même de la péréquation. Sous réserve, et parce que ce projet de loi de finances rectificative doit d'abord permettre de retrouver la croissance très attendue, la majorité des groupes du RDSE lui apportera son soutien. D'autre part, je voudrais aussi signaler que, sur le plan budgétaire, nous ne partageons pas les affres de notre collègue Delattre. Ça ne va pas tarder. Mon cher collègue, je vous propose de conclure et de ne pas débattre. Mais je ne débat pas. Je dis simplement que c'est une sorte de pourfendeur des déficits, mais qui est simplement un peu amnésique par rapport à la période précédente. La situation de notre pays, au fond, elle est certainement moins bonne que certains optimistes voudraient. Monsieur Fortassin, s'il vous plaît, si vous pouvez vous acheminer à votre conclusion. Je conclus, Monsieur le Président, mais vous comprendrez que n'étant pas passé hier soir, je puisse prendre une minute de plus. J'étais obligé de raccourcir ma nuit. Donc, la situation de notre pays n'est peut-être pas aussi bonne que le clament certains optimistes, mais elle est certainement meilleure que certains pourfendeurs le veulent bien nous le faire croire. Merci beaucoup. Merci, mon cher collègue. La parole à Monsieur Francis Delattre pour le groupe UMP pour 15 minutes.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'avais plutôt l'intention d'être gentil, mais mon collègue, là, m'incite finalement à dire les choses. Cette loi de finances, en réalité, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, est le premier bilan chiffré de vos 18 premiers mois de responsabilité. L'absence de cap économique, l'application désordonnée d'un projet présidentiel inadapté aux réalités et le métrage fiscal que nous avons connu produisent incontestablement un chômage massif qui est en réalité le vrai marqueur de votre gestion. En un an, pas en 18 mois, en un an, vous avez supprimé, nous constatons que 132 000 emplois marchands ont disparu et les ménages les plus modestes, dont vous nous parlez souvent, ont vu leur pouvoir d'achat baisser de 1,9 % par famille. Dans ce projet de loi, notamment, on se gausse que l'impôt sur le revenu est maintenu à un rendement correct, en oubliant de préciser que c'est surtout la défiscalisation des heures supplémentaires de 9 millions de salariés qui a largement contribué à ce résultat, avec 4-5 milliards de recettes supplémentaires. À comparer aux 200-300 millions d'euros que devrait rapporter un jour peut-être l'impôt à 75 % sur les salaires supérieurs à 1 million d'euros, qui sert en réalité à un slogan populiste, il faut faire payer les riches, en réalité dévastateur en image, et qui ne rapportera fiscalement que des bribes. Cette comparaison démontre et illustre ce que dit M. Julliard, notamment, je crois que tout le monde le connaît ses idées, qui nous dit il y a bien longtemps que le Parti socialiste, aujourd'hui aux affaires, n'est plus le représentant ni des couches populaires, ni du monde du travail. Ce dernier, effectivement, ce monde du travail, est bien éloigné dans ses préoccupations quotidiennes de vos réformes dites sociétales qui occupent l'essentiel de vos congrès. D'ailleurs, le budget 2014 incarnera encore un peu plus cette déviance en taxant 960 millions d'euros, 13 millions de salariés accédant à une complémentaire santé, en intégrant cet avantage dans leur assiette fiscale. Vous conviendrez, mes chers collègues, que ça fait beaucoup de riches. En sus, l'affaiblissement du quotient familial, qui apportera 1 milliard, et la fiscalisation de 10 % de majoration sur les retraités ayant enlevé 3 enfants, qui rapportera 1,2 milliard d'euros, et touchant 3 millions de foyers, illustre parfaitement la réalité de savoir qui paye. Ce sont les couches moyennes et les couches populaires qui ont largement et qui vont largement payer le choc fiscal qui vous est à Paris, Monsieur le Ministre, à mi-août. Après 18 mois de gouvernance socialiste, le climat est anxiogène et les tensions croissent en Bretagne, mais en réalité sur tout le territoire. La France est engluée dans la crise, 0,1 % de croissance, on sort à peine de la récession, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Elle rejoint peu à peu les pays du sud de l'Europe et le différentiel de croissance va s'accentuer. L'Allemagne sera à 1,7, le Royaume-Uni à 2,5 et nous serons donc forcément à la traîne. Le déficit des comptes publics sera à peine réduit l'an prochain, 3,7 % du PIB, alors que l'Allemagne est à l'équilibre. Notre pays ne gagne rien en compétitivité et le CICE ne fut jusqu'à ce jour qu'un temps fort médiatique. Et pendant ce temps-là, notre déficit du commerce extérieur va empirer, selon l'OCDE, de 2,2 du PIB en 2013 à 2,14 en 2014. L'investissement des entreprises est en panne, Monsieur le Ministre, et la non-déductibilité fiscale des intérêts des prêts faits justement pour investir est une vraie calamité pour l'investissement dans un pays où le crédit bancaire finance 80 % des immobilisations et faute d'investisseurs privés ou professionnels, fonds de pension et autres. Alors, il y a dans ce budget quelques substantifs, mais en réalité, on est quand même très loin de ce qu'il nous faudrait. Le taux de prélèvement obligatoire, excusez-moi, passé de 45 % en 2012 à 46 % en 2013, continuera d'augmenter pour passer à 46,1 % en 2014. Vous êtes placé sur la deuxième marche du podium des pays de l'OCDE. Et vu les perspectives et les prolongements plausibles à votre politique fiscale, d'ici 2 ans, nous devrions monter sur la plus haute. M. Hollande déclarait il y a quelques années au-dessus de 45 %. Le caractère insupportable de l'impôt peut se poser. Il semblerait que l'exercice du pouvoir l'ait fait changer d'avis. La dépense exécutée en 2013 sera supérieure de 2,4 milliards d'euros par rapport
à la dépense exécutée en 2012. Les économies doivent être calculées par rapport à ce qui a été réalisé l'année précédente et non par rapport à une tendance comme cela est fait aujourd'hui. En réalité, nous assistons à un ralentissement dans la hausse des dépenses publiques. En 2013, vous frisez la médaille d'or de l'OCDE et la Cour des comptes vient de vous préciser que d'importantes sources d'économies pouvaient être mobilisées sans perdre en qualité de service public. Moi, tous, on se demande pourquoi vous n'engagez pas cette politique en accord avec les conseils de la Cour des comptes. Il y avait des économies réelles sur lesquelles nous pouvions nous baser, les intérêts de la dette, qui a coûté 9 milliards de moins que prévu, et les pensions à 1,2 milliard de moins. Ce sont des économies immédiates et rapides. Eh bien non, ces économies ont été absorbées. Certaines dépenses ont été exceptionnelles, comme les prélèvements en faveur de l'Union européenne. Mais pour faire face à toutes vos dépenses supplémentaires, vous annulez des crédits sur la recherche, le transport, l'armement. Ainsi, 440 millions d'euros ont été annulés pour les infrastructures de transport, 170 millions pour RFF, 180 millions au détriment de l'Agence de financement des infrastructures de transport. Rappelons que cela permettra de compenser certaines dépenses exorbitantes, relatives notamment à l'aide médicale d'État. Quant à la MAP, la modernisation de l'action publique, qui essaie de remplacer la RGPP, à quoi sert-elle réellement? Quelles économies ont été réalisées depuis sa mise en place? Quels sont les objectifs chiffrés? Y en a-t-il? Des doutes émergent quant à son efficacité, y compris dans vos rangs. Et il faut que la MAP fasse preuve de sa fécondité. Pour le moment, ce n'est pas le cas, dit M. Eckert. Il doit y avoir des évaluations et de la concertation. Mais il ne faut pas que cela prenne du temps. Nous perdons du temps. Un comité interministériel sur la MAP doit se tenir le 18 décembre. Mais aucune évaluation de politique publique avec des économies substantielles n'est à ce jour dévoilée. Tant que la MAP sera un exercice un peu éthéré, sans objectifs précisément chiffrés, nous ne parviendrons pas à réaliser les économies dont nous parlons tous, estimait Gilles Carrez. Bercy, votre ministère, tente bien sûr de réorienter la MAP afin de lui assigner des objectifs d'économie plus tangibles. Mais je vous invite, mes chers collègues, à lire le rapport du think tank Terra Nova sur la réforme de l'État, très instructif. C'est quand même un think tank de gauche. Il critique l'inaction du gouvernement Ayrault. Entre guillemets, les ministres ont, à titre personnel, peu ou pas intérêt à impulser dans leur champ des réformes ambitieuses de l'action publique. Lors des réunions de la MAP, les sujets abordés sont mineurs. Les politiques ministérielles évaluées sont de second plan, tandis que les sujets centraux sont laissés dans l'ombre. Les seules véritables économies sont issues d'un coup de rabot sur le financement de l'apprentissage, de la baisse de plusieurs aides locales aux entreprises et de la diminution des dotations publiques aux chambres consulaires. Une liste à la Prévert, disent-ils, de mesurettes, de mesures gadgets. Le rapport se termine par plusieurs conseils que vous devriez vous approprier, Monsieur le ministre. Le calendrier des actions doit être réaliste et la communication gouvernementale claire. Les réformes structurelles prendront du temps et la maîtrise des déficits passera dans l'intervalle par une diminution des dépenses d'intervention. Il y a urgence à travailler sur des réformes structurelles. Mais vous avez, pendant ce temps-là, rouvert les vannes dès votre arrivée, en arrêtant la baisse des emplois publics, en supprimant le conseiller territorial, en rajoutant même une strate d'administration. S'agissant des recettes, le rendement de nos impôts décroche par rapport à la croissance du PIB, mais surtout le rendement des impôts dévisse au regard de la forte hausse du taux de prélèvement obligatoire. Vous aviez voté dans la loi de finances initiale 30 milliards d'impôts supplémentaires. Il manque aujourd'hui 11 milliards pour régler l'ensemble des comptes de l'année 2013. Comment l'expliquer? M. Cazeneuve a rétorqué que cela était dû à des raisons conjoncturelles. Nous ne le comprenons pas. Je pense que le comportement du contribuable change et, comme l'a démontré une courbe bien connue, celle de M. Laffer, trop d'impôts tue l'impôt, malgré toutes les dénégations aux officiels. Nous en avons une démonstration aujourd'hui. 3,8 milliards d'impôts sur les sociétés en moins, 5,6 milliards de TVA en moins et 1 milliard d'impôts sur le revenu manquent à l'appel. La Commission européenne, dont vous a dit hier, Monsieur le ministre, qu'elle vous a donné un blanc-seing et même qu'elle vous encourageait, elle précise quand même, compte tenu des risques qui pèsent sur les prévisions d'amélioration du solde structurel en 2013 et 2014 et de l'écart important attendu par rapport à l'objectif de 2015, la France devrait exécuter rigoureusement le budget 2014 et prendre un ensemble significatif de mesures pour 2015, en plus de celles déjà prévues, afin de parvenir aux améliorations du solde structurel
recommandées par la Commission. En outre, toutes recettes imprévues devraient être affectées à la réduction du déficit. Ce n'est pas le cas. Enfin, les autorités françaises sont invitées à accélérer la mise en œuvre de la recommandation budgétaire émise dans le contexte du semestre européen. S'agissant des dépenses pour 2013, nous passons, monsieur le rapporteur général, de 375,9 milliards d'euros à 378,3 milliards. Il s'agit donc d'une augmentation de 2,4 milliards d'euros. Quand on regarde les dépenses publiques de l'État, des collectivités territoriales, de la sécurité sociale, la loi de programmation prévoyait 56,3% de dépenses publiques consolidées pour 2013. Le programme de stabilité prévoyait 56,9% et nous atteignons finalement 57,1% en exécution. Il y a donc, que vous ne le vouliez pas, un dérapage de 0,8 qui représente peu ou prou 15-16 milliards d'euros. Pour ce qui concerne les rentrées d'impôts, rapprochez-vous des trésoreries sur l'ensemble du territoire, mes chers collègues, monsieur le ministre. Elles vous compteront dans les mairies aussi les histoires de ces milliers de Français qui ne peuvent pas faire face à de nombreuses augmentations d'impôts, de l'explosion du nombre de demandes de recours gracieux ou d'échelonnement de paiement. Vous avez fait le choix d'une politique jusqu'à ce jour un peu à rebours des stratégies d'allègement des impôts poursuivies par les autres pays de l'Union européenne. Et on se rend compte, monsieur le ministre, que ceux aujourd'hui qui nous prennent des parts de marché, ce sont ceux qui ont fait les efforts, et en particulier l'Espagne. Face à la colère des Français, donc M. Ayrault a réagi dans l'émotionnel. Il paraît qu'il ne vous a même pas prévenu, en proposant de mettre à plat la fiscalité de notre pays, espérant ainsi calmer une opinion de plus en plus rétive. Cela ne rassure pas nos compatriotes, bien au contraire. Toutes les classes sont ciblées, elles le savent parfaitement, et c'est leur pouvoir d'achat qui risque encore une fois d'être touché, avec bien sûr tous les trémolos officiels sur la justice. Ce collectif budgétaire, qui aurait pu avoir un rôle de catalyseur de la croissance, de la compétitivité, est en fait une loi un peu fourre-tout, sans fil conducteur. Le fléchage de l'épargne vers l'investissement en actions des PME et ETI est une mesure intéressante. Mais le problème est qu'il faut toujours rester vigilant avec vous, car ce dispositif, finalement, ne servira pas qu'à financer les PME. Il financera aussi le logement social, l'économie sociale et solidaire, pourquoi pas, mais dans quelle proportion? Et est-ce que ce fléchage de l'épargne n'est pas, dont tout le monde peut penser que les PME, c'est vraiment les priorités, c'est quand même une façon de faire qui ne nous paraît pas être suffisamment réfléchie. Selon le baromètre publié mardi par Euler Hermès, numéro 1 de l'assurance crédit en France, une entreprise sur 5 envisage une augmentation de ses investissements en 2014. La situation est encore plus tendue pour les entreprises de taille intermédiaire, puisque ce chiffre passe de 1 sur 6. Selon cet organisme, cette prudence extrême sur les investissements semble être le chaînon manquant d'une vraie reprise en France pour 2014. Ils rajoutent que leur niveau de marge n'a jamais été aussi faible depuis 25 ans. Vous nous dites, monsieur le ministre, simplification, nous dites d'accord, ok, mais s'agissant déjà de l'amortissement fiscal de 5 ans, les investissements réalisés dans les PME innovantes, pourquoi les soumettre à une obligation de labellisation par la BPI? En réalité, on rajoute à la complexité, on rajoute, et est-ce que la BPI est vraiment capable de distinguer les PME innovantes performantes? De même, quelle est la cohérence quand vous dites vouloir encourager l'apprentissage et atteindre les 500 000 apprentis et que, parallèlement, vous supprimez l'indemnité compensatoire de formation pour les entreprises de plus de 10 salariés et divisez de moitié celle qui sera accordée à ces petites entreprises? Ce ne sont pas les contrats d'avenir qui leur permettront d'acquérir à nos jeunes des compétences et un diplôme. Vous êtes désormais, monsieur le ministre, largement co-responsable du désastre économique dans lequel nous nous trouvons. Notre croissance pour 2014 demeure en réalité imprévisible. Vous dites qu'elle sera au minimum de 0,9, contre 0,14% en Allemagne. En Europe, avec un taux de chômage d'Allemagne de 5,2%, elle fait 2 fois mieux que nous. Où sont concrètement aussi les projets de réindustrialisation, où est le projet stratégique qui avait été présenté par M. Gallois il y a pratiquement 1 an? La reprise de la dette de l'EPFR, le Lyonnais, par l'État pour un montant de 4,48 milliards d'euros, remboursable au 31 décembre 2014, relève là aussi de l'ingénierie financière. Il restait 2 emprunts, il n'y a plus d'actifs. Vous transformez ainsi une opération budgétaire en une opération de trésorerie. Ce projet de loi, monsieur le ministre, mes chers collègues,
rectificative comporte une bonne mesure, l'incitation à réorienter notamment les contrats d'assurance vers l'économie réelle. Mais vous n'avez pu néanmoins vous empêcher d'y associer quelques taxes et prélèvements et quelques complexités. Ainsi, le résultat global, malheureusement, va finalement ajouter à notre dette finale d'État et faute de réformes structurelles courageuses attendues par vos prêteurs et aussi par les Français. Merci, mon cher collègue. La chute a été brutale. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voudrais commencer par remercier tous les orateurs de ce débat de qualité, et particulièrement ceux de la majorité, le rapporteur général François Marc, Yvon Collin, Madame André, Richard Yung, Monsieur Fortassin, pour leur soutien au texte que nous soumettons aujourd'hui. Je remercie également le sénateur Placé, mais de manière un peu différente. Je lui ferai un sort un peu plus particulier dans mes réponses, évidemment. Et les autres, je les ai remerciés pour leur soutien au texte que nous vous soumettons aujourd'hui. Alors, comme vous l'avez remarqué, Monsieur le rapporteur général, une des premières vocations d'un collectif budgétaire de fin d'année, c'est de mettre en œuvre les dispositions qui permettent de tenir la norme de dépenses que nous nous sommes fixées. Et à cet égard, le texte ne déroge pas à la règle, puisqu'il confirme notre engagement au sérieux budgétaire. Et je dis au passage, en effet, à M. Placé, qui ne m'a pas cité très correctement hier, en tout cas je n'ai pas souvenir des citations qu'il a pu faire, que le sérieux, ce n'est pas l'austérité. Que le sérieux, c'est ce qui permet à un pays de réduire son déficit et puis progressivement d'aller vers le désendettement, que l'austérité, c'est ce qui l'empêche de croître, c'est ce qui coupe les moyens des services publics et c'est ce qui prive la cohésion sociale de l'élan nécessaire. Donc ce texte est sérieux. Il documente précisément le strict respect de la dépense de l'État. Il opère les mouvements de crédit nécessaires pour financer les besoins impératifs, tout en veillant au respect du total des dépenses autorisées par le Parlement. Mais, vous l'avez souligné, comme les autres orateurs de la majorité, ce texte ne se résume pas du tout même à ces ajustements budgétaires. Il comporte aussi un certain nombre de mesures qui s'inscrivent dans la politique de soutien à la croissance et à la compétitivité de l'économie à travers la réforme de l'assurance vie, le renforcement des garanties export et les mesures de simplification que j'ai présentées hier soir. J'ai bien noté, Monsieur le rapporteur général, votre volonté que les services de l'administration fiscale engagent la réforme de la révision des valeurs locatives que vous avez largement initiée. Et je veux vous confirmer ici que ce sera le cas. La Direction générale des finances publiques est désormais prête à se lancer dans l'expérimentation qui se tiendra dans les 2 années à venir. Je me tourne maintenant vers le président de la Commission des finances en disant, ça va peut-être le surprendre, peut-être pas au fond, que je peux souscrire à de nombreux points de son analyse. Et je veux reconnaître, Monsieur Marini, votre effort très appréciable pour prendre de la hauteur sur le texte qui vous est présenté aujourd'hui. Même si, évidemment, je ne peux que regretter le pessimisme de votre présentation du bilan de l'année 2013. Nous en parlions in petto hier. Votre démonstration a été l'illustration de ce qu'on peut faire dire aux chiffres un peu tout et leur contraire, et les regarder avec les lunettes que finalement on choisit. Les vôtres étaient noires. Vous avez posé la question de savoir ce que nous retiendrons de l'année 2013. Assurément, 2013, et croyez que je ne suis pas versé à la méthode Coué ou à l'autosatisfaction, aura été une année difficile pour les Français, dans un contexte européen encore très dégradé. Et plusieurs orateurs de l'opposition ont répété inlassablement « oui, mais vos prévisions à 0,8%, etc. » Je voudrais franchement qu'on fasse là-dessus preuve d'un peu de bonne foi. Oui, nos prévisions étaient à 0,8%. Mais qui ne se souvient, notamment dans l'ancienne majorité, de ce qui était prévu par tous les instituts de conjoncture, et pas seulement pour la France, mais pour toute l'Europe pour cette année 2013. Il s'est trouvé que la crise de la zone euro, et la France ne s'est pas singularisée dans un sens ou dans l'autre, au contraire, elle est plutôt restée au-dessus de la croissance moyenne de la zone euro, que la crise de la zone euro s'est prolongée d'1 an, ce qui a accru la dureté de la situation pour les Français et ce qui a accru aussi la difficulté de la tâche pour les finances publiques. Ne faites pas
comme s'il y avait eu, dans cette année-là, une exception française ou un problème français. Ça n'est absolument pas le cas. Nous devons être au contraire conscients que ce qu'il faut redresser, c'est la situation de l'économie européenne tout entière, ce à quoi nous nous employons et ce qui est en train d'arriver en 2013, puisque vous voyez cette zone euro sortir de la récession et pays après pays, les nations de cette zone euro retrouver la croissance, à commencer par l'Espagne, ce dont je me réjouis absolument. Et cela, c'était un rappel qu'il fallait faire, et c'est ce qui explique tout simplement la raison pour laquelle nous avons dû revoir nos prévisions pour 2013. Moi, j'ai aussi tendance, tout en étant lucide sur ces difficultés, à retenir aussi des éléments plus positifs de cette année 2013, et vous comprendrez que j'adopte un prisme légèrement différent du vôtre, Monsieur le Président, sans pour autant mettre des lunettes roses. D'abord, 2013 aura été une année de réduction du déficit public nominal comme structurel. Et ceci, grâce en particulier au fait, ça a été souligné par tous les orateurs, même par M. Delattre, fût-ce avec une autre intention que j'ai bien comprise, grâce en particulier au fait que les dépenses que nous pilotons directement, c'est-à-dire les dépenses de l'État, les dépenses d'assurance maladie, ont été strictement tenues. Et donc, il n'y a pas, Monsieur le Président, de dérapage spectaculaire, comme vous l'indiquez, des dépenses en 2013. Au contraire, je vous confirme l'intention, l'ambition du gouvernement de ralentir très significativement le rythme d'évolution des dépenses sur le quinquennat par rapport, et n'ayons pas d'amnésie à la tendance qui fut celle des 5 années passées. Il ne s'agit pas de wishful thinking, les résultats sont déjà au rendez-vous pour l'année 2013, s'agissant de la maîtrise des dépenses, et s'agissant de l'année 2014, vous le savez, les engagements pris sont bien qu'il y ait une réduction des dépenses publiques de 15 milliards d'euros, avec les normes qui sont celles qui ont toujours été en valeur et en vigueur pour cela en France, comme dans les pays de l'Europe. Donc il y a là les conséquences des décisions qui figurent dans le projet de loi de finances pour 2014, qui entrera en vigueur après le vote par le Parlement et qui dit de manière très précise, c'est vrai que le Sénat n'a pas eu, je crois, l'occasion de l'examiner, comment les économies en dépenses sont réalisées. Deuxièmement, l'année 2013 a aussi été, je veux le rappeler, celle des premiers signaux de reprise économique. Évidemment, en moyenne, sur l'année, la croissance aura été faible, très faible. Elle aura été positive, 0,1 point, c'est notre propre prévision, 0,2 points, c'est celle de l'INSEE ou de la Banque de France, celle de la Commission européenne, de toute façon c'est l'épaisseur du train. Mais lorsqu'on observe les évolutions infra-annuelles, c'est bien dès 2013 que nous enregistrons un retournement de tendance qu'on peut dater du printemps, et toutes les enquêtes de conjoncture indiquent que la reprise est en marche, même si, je l'ai dit, elle demeure encore fragile, encore insuffisante, qu'elle a besoin d'être confortée, d'être musclée, d'être soutenue. Et nous sommes déjà sur un rythme de croissance qui est de l'ordre de 1 point par an, ce qui conforte les prévisions que nous avons faites pour 2014, dont chacun, et ça je veux m'en féliciter, a reconnu qu'elles étaient plausibles, réalistes, solides. Et il est vrai qu'elles ne sont pas extravagantes, autour de 0,9 ou 1 point pour 2014. Nous voulons faire mieux. Et les évolutions sur le front de l'emploi, je ne les rappelle pas, je les ai présentées hier, sont également encourageantes. Je pense que nous devons tous nous réjouir quand notre pays va mieux, tous être satisfaits quand la croissance redémarre, fût-ce encore trop lentement, et tous également nous féliciter que la situation de l'emploi s'améliore et que les premiers chiffres d'inversion de la courbe du chômage pour les jeunes soient déjà intervenus depuis 6 mois et que des signaux soient donnés pour l'ensemble de la situation de l'emploi. Je retiens, comme les orateurs de la majorité, notamment Michel André, Richard Yung, Jean-Vincent Placé, que 2013 aura marqué une amélioration notable de la gouvernance des finances publiques. Nous avons décidé de ne pas procéder à un collectif budgétaire en cours d'année. Je sais que les parlementaires de l'opposition, c'était plus le cas encore à l'Assemblée nationale qu'ici au Sénat, nous le demandaient ardemment. Vous aimez les collectifs. Eh bien, moi je suis satisfait que nous n'en ayons eu qu'un pour cette année, qui soit à la fois marqué par les ajustements de nature financière
et techniques qui étaient nécessaires et par la volonté de mettre en place de nouveaux outils de financement de l'économie, et que nous n'ayons pas cédé en quoi que ce soit aux injonctions qui nous ont été faites, car là, pour préciser la formule déformée de M. Delahaye, en réalité, ce que j'ai toujours refusé, c'était d'ajouter l'austérité à nos difficultés. La rigueur, c'est un mot compliqué. Oui, on essaye toujours d'être rigoureux dans sa démarche intellectuelle, et ce n'est pas un défaut que d'être rigoureux dans la gestion des finances publiques. En même temps, il y a une connotation passée sur la politique de rigueur qui fait qu'en effet, je préfère l'appellation de sérieux. Nous avons refusé cette injonction à faire basculer en réalité notre économie dans la récession, et si nous avions procédé au plan d'ajustement qu'on nous demandait au printemps sur la droite de cet hémicycle et sur la droite de l'ensemble des hémicycles, eh bien, nous aurions eu, pour le coup, une dégradation de la croissance que nous avons évitée grâce à cette politique justement calibrée et tenue jusqu'au bout que nous vous présentons aujourd'hui. Nous avons souhaité un pilotage par le solde, par l'effort structurel qui permet de laisser jouer dans une certaine mesure ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques en cas d'évolution défavorable de la conjoncture économique. Et je pense, au contraire de ce que disait le président Marini, que c'est un progrès indiscutable de notre gouvernance budgétaire, auquel je vous sais tous très attachés sur les bancs de la Haute Assemblée. Voilà le bilan alternatif, concurrent au vôtre, Monsieur le Président, que je fais de cette année. Je voudrais également remercier le Président d'avoir reconnu l'utilité de la création du produit euro-croissance. Et là, il a rejoint, d'après ce que j'ai noté, l'ensemble des orateurs. Voilà une réforme qui est nécessaire. Voilà une réforme qui est consensuelle. Voilà une réforme qui est positive. Une réforme qui a vocation à être neutre sur les équilibres financiers de l'État. Une réforme que je ne conçois ni comme une réforme de rendement, ni comme une réforme coûteuse. Les mesures incitatives devaient être financées. C'est l'objet de la taxe sur les assureurs. Quant aux fichiers sur les contrats d'assurance vie, c'est tout simplement une mesure qui permettra que notre législation en matière d'ISF et de droit de succession soit effective, car en l'absence de reconnaissance des assiettes fiscales, l'administration ne peut pas taxer. Chacun conviendra de cela. Enfin, je vous confirme que nous avons bien tenu compte de ce que l'échec des précédents que vous avez cités, NSK, DSK, nous ont appris. Il nous a ainsi semblé préjudiciable de prévoir une allocation d'actifs qui soit trop complexe ou trop contraignante. S'agissant des sénateurs de l'opposition, je voudrais remercier ceux qui ont reconnu, comme M. de Montesquieu, après le président de la Commission des finances, le bien-fondé des mesures incitatives favorables à la croissance dans le PLFR. Et j'ai noté, Monsieur de Montesquieu, votre intérêt pour la démarche ouverte, transpartisane qui est la nôtre dans le débat qui s'ouvre sur la remise à plat de la fiscalité. Je le dis d'ailleurs au passage, je crois qu'il est très important que toutes les forces politiques y participent. J'ai vu qu'il pouvait y avoir des débats ici ou là au sein de l'opposition sur le fait de savoir s'il fallait participer ou non à cette réflexion. Moi, je pense que c'est une réflexion de bonne foi dont j'ai rappelé ici les objectifs hier: plus de simplicité, plus de lisibilité, plus de stabilité, plus de justice, qui mérite que le débat soit nourri par chacun. Mais je voudrais aussi revenir sur quelques points des interventions des sénateurs des bancs de droite sur la politique fiscale. Je ne nie pas que des efforts ont été demandés aux Français en 2012 et en 2013, comme les années précédentes d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que c'était à court terme la condition du redressement des comptes et la sauvegarde de nos systèmes sociaux. Je voudrais rappeler, encore une fois, et sans esprit polémique, la situation dans laquelle nous avons trouvé les finances publiques en mai 2012. Nous étions dans l'obligation que vous aviez contractée lorsque vous étiez à droite la majorité, de résoudre les déficits, de réduire les déficits structurels de 4 points entre 2010 et 2013, sans quoi nous aurions été soumis à des procédures tout à fait désagréables, et il est vraisemblable que notre crédit eût été atteint très durement. Eh bien, quand je suis arrivé à Bercy, ce que j'ai trouvé, c'est 1,5 point de réduction. Il fallait faire 2,5 points entre la mi-2012 et la fin 2013. Je sais que c'est difficile. Et quand il m'arrive d'évoquer le bilan de la majorité précédente, c'est à ça que je fais référence. Oui, c'est pas fini. Nous continuons de payer ça. Nous continuons de faire le redressement qui est nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut vraiment, je le dis à certains sénateurs de l'opposition, être très modeste par rapport à ça. Car ce que nous réparons, c'est ce qui a été défait ou dégradé. Alors,
voilà ce que nous faisons. Si les rentrées fiscales sont inférieures aux prévisions initiales, c'est d'abord en raison d'une croissance plus faible qu'anticipée, mais aussi beaucoup en raison d'effets d'élasticité qui s'expliquent par l'évolution défavorable et conjoncturelle de certaines assiettes taxables. Je suis tout à fait comptable des propos que je tiens en général. Je m'efforce d'être cohérent, mais je n'ai jamais pensé, pour ma part, qu'il y avait une quelconque courbe de l'affaire qui s'appliquait. Ce sont des choses plus techniques et dont il faut bien prendre en compte les effets. On estime ces effets d'élasticité à 0,4 points de PIB en 2013, baisse concentrée sur 4 impôts pour lesquels une telle réaction est tout à fait classique: l'IS, les cotisations sociales, la TVA et enfin les DMTO, éléments qui, je l'espère, sont de nature à vous rassurer sur l'évolution de l'assiette fiscale dans notre pays. En 2014, et j'y insiste, car il y a un changement très clair de cap, en 2013, nous avons procédé à une réduction des déficits, à un effort budgétaire qui reposait aux 2 tiers sur les prélèvements obligatoires et au tiers sur les économies de dépenses publiques. En 2014, nous renversons la problématique et nous renversons aussi le pourcentage, puisque 80% de l'effort budgétaire est fait à travers des économies, 20% à travers des prélèvements, et encore, ces 20% incluent-ils la lutte contre la fraude et l'optimisation fiscale, dont nous savons tous ici, sur tous les bancs, qu'elle est une nécessité pour le pays, nécessité financière, nécessité éthique également, et que c'est une démarche qui tente à s'imposer de plus en plus à l'échelle internationale et à l'échelle européenne. Et au final, les prélèvements obligatoires n'augmentent que de 0,05 points de PIB en 2014. Je répète ici l'engagement que nous avons pris avec Bernard Cazeneuve, qu'en 2015, l'intégralité de l'effort budgétaire soit accomplie par des économies. Voilà ce que nous faisons. Nous avons hérité d'une situation budgétaire très complexe. Nous avons pris des initiatives sans précédent pour la croissance et l'emploi. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, 2 fois plus puissant en termes de baisse du coût du travail, 2 fois moins pesant sur le coût du travail que ce qu'on appelait la TVA, ou pseudo-TVA sociale, la relance des investissements d'avenir, l'extension du crédit d'impôt recherche. Et je veux dire ici que la remise à plat de la fiscalité n'est pas la remise en cause de ce qui a été fait, mais son prolongement avec les 2 caps qui nous servent de boussole: la compétitivité d'une part, la justice d'autre part. Par ailleurs, je ne peux laisser dire à personne, et plusieurs orateurs, M. de Montesquieu, M. Delattre, il y a une seconde, je ne peux laisser dire à personne que la France aurait décroché. Je vais vous prendre quelques chiffres tout à fait objectifs depuis mai 2012 qui montrent 2 choses. D'abord, l'ampleur de la crise dans la zone euro, la stagnation de la zone euro, et aussi le fait que la France tient tout à fait son rang. Depuis le 3e trimestre 2012, la France a connu une croissance très faible de 0,1 point. Mais la zone euro est à moins 0,1 point. L'Italie à moins 0,5 point. L'Espagne à moins 0,3 point. Et notre voisin allemand, et je me réjouis de ses forces, je sais aussi ce que nous devons prendre de l'exemple qu'il représente à certains égards en matière de compétitivité. Je sais aussi ce qu'il ne faut pas prendre en matière de précarité. Notre voisin allemand a, lui, connu une croissance de 0,2 points. Donc arrêtons d'être sans arrêt dans l'autoflagellation, dans l'autodénigrement de notre pays. Je comprends qu'il y ait des débats politiques et je comprends qu'on critique un gouvernement. J'ai longtemps moi-même été parlementaire d'opposition. Mais soyons conscients qu'il y a une limite à ne pas franchir. C'est celle qui consiste, parce qu'on veut critiquer le gouvernement, à critiquer son propre pays. J'ai été très frappé, Monsieur Delattre, par une de vos tournures linguistiques. Vous avez dit à plusieurs reprises « vous êtes ». Mais nous parlons de la France. Nous sommes. Et ça, cette façon d'être inclusif, je crois que c'est nécessaire quand on veut avoir un débat qui prend de la hauteur. Non, il n'y a pas le pays de gauche et le pays de droite. Il y a la France. Et c'est celle-là que nous ne devons pas abîmer. C'est celle-là que nous devons soutenir. C'est celle-là que nous devons à l'occasion sublimer. Et voilà, moi, j'ai ça très profondément dans mes tripes et je voudrais que le débat public soit capable de garder, oui, cette dimension de patriotisme qui nous est chère à tous et éviter les clivages inutiles. Je voudrais rassurer M. Foucault, que je ne mets pas parmi les orateurs de l'opposition, mais dont j'ai compris qu'il n'était pas très favorable à ce PLFR, sur au moins un point, à savoir que le financement de l'économie, et notamment celui des PME et des ETI, est une priorité du gouvernement. Vous évoquez le lien
entre les mesures de ce collectif et le bilan de la BPI, le BPI France. Je vous confirme que ces mesures forment un tout. Comme l'investissement public ne peut pas être la seule réponse, il faut aussi, je dirais d'abord, favoriser l'investissement privé dans les PME. Pourquoi, me demandez-vous, ne pas aller vers un durcissement de la fiscalité de l'assurance vie? Je vous rappelle que le rapport Berger-Lefebvre, du nom de ses auteurs, Karine Berger et Dominique Lefebvre, avait reconnu la nécessité de ne pas déstabiliser l'assurance vie. Vous savez que c'est un placement qui est très cher aux Français, qu'ils y attachent énormément d'importance, qu'ils sont très sensibles à l'ensemble des garanties qu'elle représente, et le gouvernement a été conscient de ça. J'essaie d'imaginer ce qu'eût été une certaine réaction si nous avions là touché par trop ce produit. Et donc, nous avons partagé la préconisation des deux rapporteurs. L'idée n'est pas de surfiscaliser, l'idée c'est de mieux utiliser l'avantage fiscal consenti afin que les produits de l'épargne considérable drainés en assurance vie, 1400 milliards d'euros, aillent davantage vers ce qui nous rassemble ici tous, c'est-à-dire la volonté que les PME de ce pays, que les ETI de ce pays investissent davantage et dès lors embauchent davantage. Je termine par M. Placé pour lui rappeler que non, nous ne menons pas une politique d'austérité, que le sérieux n'est pas l'austérité, que nous finançons nos priorités pour l'avenir, que nous finançons aussi nos politiques pour l'emploi. Et je veux l'assurer que, comme l'a dit d'ailleurs fort bien Richard Yung, nous sommes conscients du risque d'un scénario à la japonaise. C'est celui-ci précisément que nous voulons conjurer par le soutien à la croissance et à la compétitivité. Nous ne perdons pas non plus de vue l'objectif de justice fiscale. Les hausses d'impôts qu'il a évoquées sont prioritairement ciblées sur les plus favorisés. Et nous avons aussi pris de nombreuses mesures de soutien au pouvoir d'achat. J'entends bien ce qu'il ne cesse de répéter en plaidant pour une autre politique. Je pense, moi, que quand on regarde la politique économique, au fond, il y a trois scénarios. Il y a un scénario qui est un scénario anti-économique, qui consiste à penser que les politiques pour la compétitivité sont des politiques inutiles, qu'on n'a qu'à continuer à faire ce que classiquement d'ailleurs certains partis ont pu faire, c'est distribuer, y compris quand on n'a pas d'argent. On connaît le résultat de ces politiques-là. Ce sont des politiques qui conduisent à la fois à l'échec financier et à l'insuccès économique. La deuxième voie, c'est une voie qui, au fond, consiste à dire abstrayons-nous, faisons litière des obligations européennes et menons une politique, pour le coup à la japonaise, mais comme celle que mène aujourd'hui le gouvernement Abe. Je ne la partage pas. Je pense que nous avons fait le choix de l'euro et je sais qu'une telle politique nous mettrait en contradiction tellement frontale avec nos partenaires européens, à commencer par l'Allemagne, avec lesquels et avec laquelle nos économies sont tellement interpénétrées, interdépendantes que, là encore, nous irions à une perte de crédibilité massive. Et donc, la voie que suit ce gouvernement, je déteste dire qu'il n'y a qu'une seule politique possible, je l'ai trop critiqué par le passé, mais il y a une seule stratégie possible à l'intérieur de laquelle on peut, je crois, si on veut être efficace, choisir des variantes différentes. La seule voie, c'est de réformer l'économie, c'est de la rendre plus forte, c'est de redresser le tissu productif et c'est de le faire en redressant les finances publiques, en réduisant les déficits, en le faisant sans nuire à la croissance. C'est cette voie-là, elle est étroite, que le gouvernement emprunte dans une situation difficile, celle qu'on lui a léguée. Je pense que cette voie, elle commence à être comprise. Je sais qu'elle est la bonne et je vois surtout qu'elle porte des résultats quand la croissance redémarre, quand la situation de l'emploi s'améliore, quand la compétitivité de nos entreprises est soutenue. Je sais que c'est long, je sais que c'est difficile, je sais que beaucoup de Français encore souffrent des difficultés de la crise, je sais qu'ils attendent plus et plus vite, je sais aussi que ce cap doit être tenu et que c'est celui-ci qui permettra à la France de se redresser et c'est celui-ci qu'on trouve dans ce projet de loi de finances rectificative, après les autres textes financiers que nous avons présentés depuis le début de cette législature. Merci, Monsieur le Ministre. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion des articles et nous en arrivons à l'article liminaire. Pas de demande de prise de parole. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. Article 1er, qui est pour?
Qui est contre? Il est adopté. Article 1 bis, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Article 2, plus l'état A, qui est pour? Qui est contre? Abstention, il est adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2013. Je rappelle qu'en application de l'article 47 bis du règlement, lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie d'un projet de loi de finances, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Monsieur Delahaye, vous avez la parole pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, quelques mots. J'ai bien écouté ce qu'a dit Monsieur le Ministre en réponse. Il n'a pas donné toutes les réponses aux questions que j'avais posées hier soir assez tard. Peut-être que dans la nuit, ça n'a pas été suffisant, mais j'aurais aimé quand même réinsister, puisque il a dit que la voie, effectivement, était tracée. C'est la voie de renforcer notre compétitivité et celle d'assainir nos finances publiques. Moi, je suis d'accord sur les objectifs. Après, comme il l'a dit, il y a des moyens d'y arriver, et c'est là-dessus, sans doute, que nous divergeons. Simplement, il a dit également qu'on était sur la voie de la maîtrise de la dette et voire de son infléchissement. Alors j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'il voit cet infléchissement. Est-ce qu'il ne voit qu'un infléchissement ou est-ce qu'il voit une réduction de la dette? Et à quel moment celle-ci va intervenir? Parce que pour l'instant, je ne la vois pas venir. Et sur l'argent que nous n'avons pas et que nous distribuons, j'ai parlé hier de quelques cadeaux. Alors il y a des petits cadeaux, il y a des grands cadeaux. Et les grands cadeaux, c'est 2 milliards pour la Bretagne, 3 milliards pour Marseille, que je sais que certains rêvent de voir changer de majorité. Mais j'aimerais savoir où sont inscrits et où vont être inscrits ces 2 et 3 milliards, 5 milliards donc, où est-ce qu'ils vont être prélevés? Ils ne sont bien sûr pas dans le collectif que nous examinons ici, mais je ne les ai pas vus non plus, je le répète, dans le budget 2014. Donc j'aimerais quand même savoir si les annonces qui sont faites sont des annonces qui sont vraiment actées dans des documents budgétaires, ou est-ce que c'est simplement des effets d'annonce pour essayer de calmer la situation et essayer de favoriser un certain nombre de vos amis. Ensuite, sur le fond, on nous demande là de voter sur la première partie de ce collectif budgétaire. Alors, nous avons voté en grande partie au groupe UDI contre la première partie du PLF 2014. Ce qui fait que d'ailleurs nous n'avons pas pu examiner la deuxième partie. J'étais pour ma part favorable à l'examen de cette deuxième partie, donc je n'avais pas pris part au vote comme un certain nombre de mes collègues. Je pense qu'il s'agit ici d'un collectif budgétaire et pas d'une loi de finances initiale, et donc nous allons collectivement nous abstenir pour permettre la discussion de la deuxième partie, parce qu'on a le sentiment que si ce n'était pas le cas, nous arrêterions nos débats ici et que nous ne pourrions pas aller plus loin. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai cette impression-là. Je verrai tout à l'heure dans les résultats des votes si c'est le cas. Mais en tout cas, nous souhaitons aller plus loin dans la discussion, et en même temps, ce n'est pas une façon pour nous de dire que nous sommes insensibles à la situation qui nous est présentée, et notamment au déficit qui nous est présenté, qui est quand même un déficit en hausse de 10 milliards par rapport à celui qui avait été annoncé initialement, puisqu'on est à 72 milliards, et que pour 2014, on nous présente un déficit à 70 milliards avec des investissements d'avenir, 12 milliards qui ne sont pas compris dans ce déficit, mais enfin qui en fait viennent le gonfler. Donc nous souhaitons que le gouvernement s'engage résolument dans la baisse des déficits. Il avait annoncé il y a quelques mois 47,6 milliards en 2014 dans la loi de programmation qui avait été transmise à Bruxelles. Vous vous rendez compte, mes chers collègues, 47,6 milliards, et on nous a présenté un budget 2014 à 70 plus 12. Donc on en est loin, et moi je souhaite qu'on soit sur cette voie-là et qu'on infléchisse réellement à la fois bien sûr, qu'on réduise sérieusement le déficit et qu'on infléchisse la courbe de croissance de la dette très rapidement. Donc, notre abstention aujourd'hui n'est pas une abstention de soutien ni d'indifférence, elle est une abstention constructive qui veut nous permettre, ici au Sénat, de débattre
un peu plus avant des documents budgétaires et ne pas s'arrêter tout de suite à la première partie. Voilà, je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Il n'y a pas d'autres demandes d'explication de vote. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la première partie du projet de loi. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Abstention? La première partie du projet de loi est adoptée. Je mets aux voix l'article 3 et l'état B. Qui est pour? Contre? Abstention? Adopté. L'article 4 plus l'état C, même vote. Même vote. Article 5 plus l'état D, même vote. Même vote. Article 5 bis, même vote. Même vote. Article 6, même vote. Même vote. Avant l'article 7, nous arrivons à la discussion de deux amendements identiques faisant l'objet d'une discussion commune. Et la parole est à Monsieur Delattre. Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est un amendement relativement mineur, il faut bien mais qui intéresse une partie de la population, au sens qu'il est une possibilité de diversification alimentaire. Un certain nombre de, on va dire, de boissons issues d'origine animale sont parfois mal supportées. Et c'est une façon d'avoir un produit de remplacement d'origine totalement végétale, et notamment du soja, et qui pourrait être une boisson susceptible donc d'entrer dans une diversification alimentaire intelligente. Voilà l'objet de cet amendement, et qui naturellement a une conséquence fiscale, puisque on l'exclut du périmètre de la contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour les boissons destinées à la consommation humaine. Bien, mes chers collègues, donc je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le premier, le 93 rectifié, vient d'être présenté. Donc, quel est l'avis? Ah non, Madame, qui présente le second amendement, le 137 rectifié? Bien. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement qui est cher à notre collègue Virginie Claes vise à exonérer certaines boissons à base de soja de la contribution sur les boissons à sucre ajouté. D'autres boissons alternatives aux produits laitiers en étant exonérées, il paraît justifié qu'il en soit de même pour les produits du soja qui sont le plus souvent utilisés comme complément ou substitut des produits laitiers. Le coût de la contribution pour les consommateurs est certes réduit, 7 centimes par litre, mais elle a un impact financier majeur pour les producteurs. Une telle exonération au coût réduit pour les finances publiques permettrait de soutenir une production innovante. Merci. Je vous remercie, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur général? Monsieur le Président, l'avis de la Commission est simple, c'est que nous demandons l'avis du gouvernement, puisque cette exclusion pose en réalité une question de santé publique, plus qu'une question strictement budgétaire, et nous souhaitions connaître l'avis du gouvernement sur ce point. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Oui, le gouvernement n'est pas favorable à cette proposition qui vise à exonérer les boissons à base de soja. Le gouvernement a déjà admis l'exonération de certains produits en raison de leur usage médical, comme les produits de nutrition entérale pour les personnes malades ou de l'absence de produits de substitution pour les laits infantiles. Et votre mesure, même si elle ne concerne que les produits à base de soja, ouvre en réalité la voie à l'exonération de tous les produits qui poursuivent une finalité nutritionnelle, ce qu'on appelle notamment les alicaments. Le gouvernement ne souhaite pas entrer dans une telle logique qui aboutirait à miter l'assiette de la taxe et à diminuer son rendement. Et à ce stade, de surcroît, votre mesure introduit une discrimination entre les boissons qui, me semble-t-il, rompt le principe d'égalité de traitement et fait courir un risque constitutionnel. Enfin, votre amendement réduirait le produit de cette taxe, ce qui est bien sûr difficilement acceptable dans le contexte budgétaire actuel. Dans ces conditions, je demande aux orateurs qui sont exprimés de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, je serai contraint d'en demander le rejet. Bien.
Madame André, vous souhaitez prendre la parole? Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je suis sensible à vos arguments. Effectivement, si cela doit introduire une difficulté complémentaire et donner une extension qui n'est pas forcément le vœu de son auteur principal, je souscris à votre souhait de retrait. Bien. Monsieur Delattre, vous laissez prospérer. Bien. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement 93 rectifié. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement n'est pas adopté. Nous en venons à l'article 7 avec une demande de parole de Monsieur Francis Delattre. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, bon, l'objectif global général de l'article 7, c'est d'orienter, et nous en sommes tous d'accord sur le principe, une partie de l'épargne de l'assurance vie en direction des PME et ETI, qui rencontrent, tout le monde le sait dans ce pays, des difficultés de financement de leurs investissements, souvent. Et cela, l'objectif est général, nous sommes tout à fait d'accord. Toutefois, la réforme n'est pas neutre pour certains contrats qui ne respecteraient pas la transformation en contrat en unité de compte assujettis aux contraintes d'investissement qui sont prévues par l'article. Or, ces contraintes font quand même peser un risque sur le contrat. Par exemple, si un bénéficiaire prudent, et en matière, on sait très bien que c'est une épargne de prudence, il s'agit ici de son patrimoine, ne souhaite pas réorienter son assurance vie vers un horizon forcément plus risqué, il sera fiscalement sanctionné. Alors la frénésie fiscale, elle est permanente dans beaucoup de nos textes. Elle ne s'arrête pas là puisque la réforme fait naître un nouveau fait générateur d'imposition aux prélèvements sociaux lors de l'atteinte au terme pour les nouveaux contrats. Et Monsieur le rapporteur général, dans la discussion que nous avons eue en commission des finances, il nous a dit que finalement, c'était les assureurs eux-mêmes qui souhaitaient contribuer à une taxe nouvelle qui compensait je ne sais trop quel avantage. Alors peut-être que le gouvernement, peut-être que le rapporteur général a les éléments plus importants qui seraient utiles à clarifier. Alors le basculement vers un nouveau profil de contrat appelle la conclusion d'un nouveau contrat avec l'ensemble des frais de gestion qui lui sont aussi afférents. Alors, non content de toujours plus imposer des particuliers durant leur vie, on surfiscalise ainsi les transmissions de patrimoine qui tombent sur des contribuables à un moment souvent pas évident de leur existence. Alors, pour toutes ces raisons, nous souhaiterions avoir à la fois des explications du rapporteur général sur le positionnement des assureurs et une explication du ministre pour éviter que ce ne soit en réalité un blocage. Bien, je suis saisi d'un amendement 64 qui est présenté par Monsieur Foucault. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Défendre le 63 et 64 si vous voulez bien, puisque nous avons déjà eu l'occasion lors de la discussion générale de dire ce que nous pensions, bien sûr, de cette réforme de l'assurance vie telle que décrite dans cet article 7 et préconisée par le rapport qu'a rappelé tout à l'heure Monsieur le Ministre de nos collègues députés Karine Berger et Dominique Lefebvre. Bien sûr, les enjeux sont connus. Il s'agit de déplacer une partie de l'encours actuel de l'assurance vie, c'est environ 1 450 milliards d'euros, en hausse d'ailleurs de 89 milliards d'euros depuis le début de l'année. Et ceci du marché obligataire où elle est en général investie vers le segment des marchés financiers, bien sûr, constitués par les actions. Il s'agit, selon le rapport précité, de faire bouger vers les nouveaux contrats CAS 25 milliards d'euros par an pour atteindre 100 milliards au terme du quinquennat, somme destinée au financement de nos entreprises et notamment au renforcement, bien sûr, de leurs fonds propres. Tout cela vise de manière essentielle et principale les plus gros détenteurs de contrats en cours, ceux dont on peut penser que le régime fiscal de l'assurance vie participe pour eux d'un formidable outil d'optimisation fiscale. Au demeurant, regrettons que le rapport n'ait fait état des éléments fournis par la Cour des comptes, comme par le rapport Berger-Lefebvre, sur la réalité
de la concentration de l'assurance vie au sein des ménages les plus aisés. La très grande majorité des détenteurs de contrats d'assurance vie, et je l'ai rappelé hier soir dans l'intervention générale, dans les discussions, qui ne sont aucunement concernés par nos deux amendements 63 et 64, disposent en effet de moins de 50 000 euros de valeur capitalisée. 50% des ménages, par contre, détiennent 6,5% de l'encours total de l'assurance vie et 90% ne disposent que de 35,2% de cet encours. Nous avons donc en moyenne moins de 35 000 euros d'assurance vie capitalisée pour 9 détenteurs sur 10. Alors, la situation du dernier décile de population est totalement différente et l'assurance vie est même, dans sa détention, encore plus nettement concentrée que les autres formes de patrimoine financier, matériel ou immobilier. Les 10% de ménages les plus aisés disposent en effet de 48% du patrimoine total des ménages, mais de près de 65% de l'encours d'assurance vie. Je crois qu'il fallait que ça soit dit. La source de financement de la dette publique que constitue l'assurance vie est devenue donc un objet d'optimisation fiscale pour les plus fortunés. Là encore, pas ou peu de taxation au titre de l'ISF, les versements capitalisés effectués avant l'âge de 70 ans étant, je le rappelle, exonérés, peu de droits de mutation ou alors le minimum, une imposition optionnelle à taux privilégié au dénouement du contrat au titre de l'impôt sur le revenu. Je voudrais dire que tout cela coûte et coûte relativement cher aux finances publiques. Et c'est en quelque sorte ce que nous voulons corriger pour partie avec ces deux amendements, portant d'une part sur le retour un abattement plus faible par part de succession et d'autre part un moindre abattement proportionnel. Ce serait, de notre avis, une bonne manière de cesser de faire de l'assurance vie cet outil d'optimisation fiscale pour le moins coûteux que nous connaissons aujourd'hui. Merci. Je vous remercie, chers collègues. Alors, quel est l'avis de la Commission sur ces deux amendements, d'ailleurs? Enfin, déjà le premier, si vous voulez, comme vous... Monsieur le Président, l'avis de la Commission est le suivant, c'est que sur le 64, nous sommes défavorables à cet amendement car il pénaliserait proportionnellement plus les petits contrats que les gros et nuirait ainsi gravement, me semble-t-il, à la progressivité de la taxation des capitaux transmis par assurance vie. Donc avis défavorable. Et s'agissant du 63, défavorable également, car le seuil a déjà été abaissé de 902 838 euros à 700 000 euros par nos collègues députés, ceci afin de neutraliser l'effet d'aubaine qu'aurait sinon représenté l'abattement de 20% pour certains contrats importants. Dès lors, je considère que le défaut a été corrigé et tout abaissement supplémentaire du seuil irait à l'encontre d'objectifs de la réforme proposée, qui n'est pas d'alourdir la fiscalité sur les capitaux transmis en cas de décès, mais bien d'inciter à la transformation des contrats actuels en contrats vie-génération, et ceci afin de faciliter l'orientation de cette épargne vers les PME, et dès lors, tout abaissement supplémentaire n'irait pas dans le sens souhaité. Voilà, avis défavorable également pour celui-là. Monsieur le ministre. Même avis que le rapporteur général. Donc, même avis pour Monsieur le ministre. Donc, oui, pour explication de vote, Monsieur Foucault. Oui. Président, 2 secondes. Je voudrais que Monsieur le rapporteur général me fasse la démonstration, s'il le peut, pour m'expliquer que les petits possesseurs d'assurance vie paieront plus cher. Et peut-être pourrait-il rappeler combien le budget de l'État va perdre. Je crois que nous avions fait une estimation entre 1,7 et 5,1 milliards d'euros. Monsieur le rapporteur général. Oui, la question posée est tout à fait légitime et j'apporte effectivement à cette question un élément complémentaire sur l'avis que j'ai donné. En prenant un petit exemple chiffré, c'est que la part taxable d'un bénéficiaire qui reçoit 1 million d'euros augmenterait d'environ 10%, la part taxable. Alors que la part taxable de celui qui reçoit 200 000 euros serait plus que triplée, ce qui démontre très clairement l'influence sensiblement plus importante pour un petit contrat.
Le bénéficiaire qui reçoit un capital se situant aujourd'hui juste au niveau du seuil d'exonération serait désormais imposé sur 102 500 €, soit un prélèvement passant de 0 à plus de 20 000 €. Donc on sent bien que cet amendement nuirait gravement à la progressivité, et c'est la raison pour laquelle il m'a semblé qu'il était souhaitable de ne pas l'accepter pour cette question de principe sur la progressivité. Voici quelques éléments additionnels, mais je ne sais pas si ça suffit à convaincre notre collègue de retirer l'amendement. Il n'y a pas d'autres demandes d'explication de vote. Je n'en vois pas. Donc je vais mettre aux voix d'abord l'amendement 64. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 63, même vote? Non. Explication de vote de Madame Beaufils. Oui, on a bien entendu la réaction du rapporteur général en réponse au questionnement de Thierry Foucault, mais je voudrais quand même rappeler que 90% des 17 millions de souscripteurs, le montant épargné et cumulé est inférieur à 50 000 €. Je crois qu'il faut qu'on soit clair. Donc quand on est sur 200 000, ce n'est pas les 90%. Bien. Je mets aux voix donc cet amendement 63. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. J'en viens à l'amendement 115 qui est présenté par Monsieur Delattre. Il est défendu. Non. Allez, allons-y. 115 ? Oui, oui. 115. D'accord. Bon, le gouvernement suggère l'orientation des détenteurs de patrimoine important vers des placements risqués, grâce à un abattement de 20% pour ce type de placement. Alors, ce texte prévoit que pour des secteurs de l'économie identifiés comme prioritaires, là-dessus, nous sommes assez d'accord. Le point sur lequel nous ne sommes pas d'accord, c'est qu'on pense qu'il faut privilégier absolument les PME et les ETI, et ne pas s'écarter vers l'économie sociale et solidaire, parce qu'en réalité, si c'est pour des financements plus ou moins indéterminés, ça nous paraît atténuer la pertinence du dispositif. Alors voilà l'objet de cet amendement, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur Delattre. Quel est l'avis de la Commission ? L'avis de la Commission est simple, c'est que nous sommes défavorables à l'exclusion du logement. La production de logements est bien un secteur prioritaire de l'économie, et donc à ce titre, on ne voit pas très bien pourquoi il faudrait exclure le logement social ou intermédiaire de l'économie sociale et solidaire du quota d'investissement. Donc, avis défavorable. Monsieur le ministre. Mon avis est également défavorable. Je voudrais simplement rappeler au sénateur Delattre que l'économie sociale et solidaire est une vraie priorité du gouvernement et que, de surcroît, c'est une vraie économie. Ne faisons pas comme si c'était une économie à part ou une économie de second rang. C'est une priorité gouvernementale et c'est un secteur économique qui est tout à fait décisif dans l'économie du pays. Donc je ne comprends pas cette discrimination et j'ajoute cette remarque à celle du rapporteur général que je partage sur le logement intermédiaire. Bien. Monsieur le Président Marigny, pour explication de vote. Pour explication de vote, en effet, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la question est de savoir, Monsieur le Ministre, si l'on conçoit ici un produit financier ou un mode de fléchage de l'épargne, en d'autres termes, une sorte de nouvelle niche fiscale. Or, nous sommes bien dans le domaine de l'assurance vie. Il s'agit de capitaux à placer qui attendent un certain rendement. L'assurance vie, on peut le rappeler, est le produit financier préféré en France. Et je crains qu'avec le caractère très composite qui serait donné aux actifs de ce produit ainsi proposé ou recalibré,
eh bien, on ne perturbe les anticipations et on ne nuise au succès du produit lui-même. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure compte tenu des mesures fiscales qui, à mon avis, contrarient également le succès, l'émergence de vos contrats euro-croissance, mais je m'associe bien volontiers à l'initiative de mon collègue Delattre, en considérant qu'une nouvelle fois, le gouvernement veut faire beaucoup de choses avec un seul geste, ici avec un seul produit financier, et qu'il en résulte des contradictions qui nuiront à la crédibilité du dit produit financier. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il n'y a pas d'autre explication de vote. Je mets donc aux voix cet amendement 115. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous en venons à l'amendement numéro 2, présenté par Monsieur Marc au nom de la Commission des finances. C'est un ordre de coordination, Monsieur le Président. Bien. Rédactionnel. Bien. Donc, je mets aux voix cet amendement 2 de coordination qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Je mets donc aux voix l'article 7 ainsi amendé. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. L'article 7 est adopté. Après l'article 7, je suis saisi de 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune et il est présenté le premier par Madame Beaufils, l'amendement 66. Oui, je vous présenterai, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, les 2 amendements ensemble. La dépense fiscale liée à l'imposition sur options et à taux libératoire privilégiés des sommes capitalisées sur les contrats d'assurance vie constitue une charge budgétaire assez significative.